Aujourd'hui, c'est enfin l'occasion de parler d'une œuvre qui me tient à cœur, et que je place sans problème au rang de chef-d'œuvre. Et je parle bien sûr de Gintama, le manga phare d'Hideaki Sorachi, publié de 2003 à 2019 principalement dans le Weekly Shonen Jump. C'est un shonen manga principalement orienté sur l'humour, et qui possède une structure assez particulière. Et j'espère vraiment que vous donnerez une chance à cette œuvre qui est extrêmement populaire au Japon, mais bien moins en Occident. Ici, on va principalement s'intéresser à l'anime puisque je pense que c'est la meilleure façon de consommer Gintama, en partie grâce aux seiyuu qui font un travail fantastique. Le but de cette vidéo est simple, essayer de motiver les gens qui n'auraient pas vu cet anime à aller y jeter un œil. On ne spoilera pas ou très peu ici, et le but va être de présenter l'œuvre ainsi que ses points forts, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Mais avant tout, si vous voulez m'aider à partager au maximum cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si c'est pas déjà fait, ça permettra peut-être de faire découvrir cet anime génial à encore plus de monde. Enfin bref, commençons par poser le contexte. Gintama se déroule dans une réalité alternative, prenant place à l'ère Edo, alors que des extraterrestres appelés Amanto ont colonisé la planète. L'ère Edo est une époque très connue dans l'histoire du Japon, puisque c'est l'époque du shogunat et des samouraïs. Pour s'emparer de la planète, les Amanto ont donc dû vaincre les samouraïs, qui sont contraints de rendre leurs sabres. On se retrouve donc dans un Japon du 19e siècle, dans lequel les extraterrestres ont apporté leur technologie futuriste. En gros, on a un mélange entre le Japon des samouraïs et Star Wars en quelque sorte. Et bien que ces extraterrestres contrôlent la politique et tirent les ficelles dans l'ombre, ceux-ci sont pour la plupart pacifiques et les humains cohabitent avec eux. On peut donc croiser dans la ville d'Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo à l'époque, des gens habillés en habits traditionnels japonais, des idoles, des jeux vidéo, des extraterrestres ou encore des robots. En gros, c'est plein d'anachronismes et ça donne un univers loufoque et très vivant. Vous l'aurez compris, on se situe donc pendant l'ère Edo, et ceux qui connaissent un peu l'histoire du Japon comprendront que l'arrivée des Amanto peut être interprétée de plusieurs manières, et représente l'arrivée des Européens au Japon. Le Japon est un pays très fermé, et le fait qu'il soit désormais régi et colonisé par des extraterrestres est une symbolique assez forte, puisque c'est un pays qui a toujours été centré sur lui-même et fier de sa culture. Et à travers l'arrivée des Amanto, l'auteur en profite parfois pour dénoncer cette fermeture d'esprit du peuple japonais. C'est donc dans ce contexte que Gintama se déroule, et on va maintenant séparer la vidéo en 3 points, qui représenteront les 3 points forts majeurs de Gintama selon moi. Et ce premier point, ce sont les personnages, qui sont très nombreux et tous marquants, des caricatures de figures historiques japonaises aux persos hystériques voire complètement sadiques, on a de tout, et leurs traits de caractère sont souvent exacerbés, ce qui rend leurs interactions encore plus drôles. Et dans cet Edo en mode science-fiction, on va retrouver 3 protagonistes. Tout d'abord Sakata Gintoki, un samouraï légendaire qui aujourd'hui vit de son boulot d'homme à tout faire. Ici, on est loin du héros de shonen classique, puisque Gintoki est déjà assez âgé, et il est, à l'image de Ryo Saeba dans City Hunter, un héros à plusieurs facettes avec un passé que l'on nous dévoile que très peu. Dans la vie de tous les jours, c'est un homme immature, accro au pachinko et au sucre, qui aime aller boire et qui est toujours fauché. Et comme les sabres à proprement parler sont désormais interdits, il porte toujours avec lui un petit sabre de bois. Cependant, quand la situation l'exige, il sait se montrer héroïque, et véhicule des valeurs et une façon de vivre, un concept que j'appelle l'âme d'argent, mais on reviendra là-dessus. Kagura, elle, est une jeune fille extraterrestre faisant partie de la race la plus puissante de l'univers, les Yato. Mais là encore, on est très loin de l'héroïne de shonen classique, et même si elle a l'air toute mignonne comme ça, croyez-moi, ne vous fiez pas aux apparences. C'est une gloutonne irrespectueuse de la pire espèce, complètement folle, qui va vous faire taper des barres de rire, mais qui pourra aussi vous faire pleurer dans des moments plus sérieux de l'histoire. Enfin, Shinpachi, lui, est bien plus représentatif du héros de shonen classique. Jeune homme sans talent et sans confiance, il est l'héritier d'un dojo, mais comme les samouraïs ne sont plus autorisés, il n'a aucun élève et a du mal à entretenir son héritage, légué par son défunt père. Ce personnage est selon moi incroyable, et l'auteur se permet à travers lui de nous transmettre énormément d'émotions différentes, en plus de nous faire rire en lui manquant de respect, et bien souvent en cassant les codes du shonen classique. Ces 3-là sont donc les persos principaux de l'histoire, mais on a énormément d'autres personnages mythiques. Le Shinsengumi, qui est en quelque sorte la police, est rempli de membres complètement tarés, entre Ijikata, le vice-capitaine démoniaque accro à la mayonnaise et au clopes, et Kondo, le capitaine stalker qui ressemble à un singe. Je vous garantis que c'est un florilège de gros tarés, mais à l'instar de Gintoki, ils savent tous se montrer héroïques quand la situation le demande. On a aussi Katsura, samouraï irrécupérable, meneur d'une faction terroriste qui veut renverser le gouvernement. Soyons clairs, ce personnage-là est un de mes personnages préférés, tous médias confondus. C'est juste le meilleur, il me fait mourir de rire. Encore un petit exemple, Sachan, la ninja perverse et sadomasochiste, qui en veut à l'entrejambe du héros. Mais là, pas de tsundere ou de personnage féminin tout timide, la meuf le stalk H24 et utilise parfois les moyens les plus intrusifs pour se retrouver chez lui. Mais il y en a plein d'autres et ce qui fait la force de tous ces personnages,
c'est leur caractère et leur manière d'agir, à laquelle on s'habitue très vite car comme je l'ai dit, ils possèdent tous des traits de personnalité exacerbés. Quand Hijikata mange de la mayonnaise par exemple, c'est par flacon entier. Du coup, les voir réagir aux différentes situations loufoques dans lesquelles ils se retrouvent est juste un pur plaisir, que ce soit des situations drôles ou sérieuses. Et justement, le fait de dire ça nous amène au deuxième point fort que je voulais évoquer, qui est la structure de l'œuvre. L'intrigue se déroule majoritairement à Kabukicho, quartier show japonais bien connu pour son ambiance, mais la structure du récit n'est pas typique des shonen classiques. En effet, l'humour est la thématique principale de Gintama, et on ne suit pas les personnages d'arc narratif en arc narratif, mais plutôt de manière épisodique. Un épisode égale une petite histoire souvent très drôle, mais qui très souvent tente de véhiculer un message, parfois de façon subtile, parfois non. Mais il y a bien une continuité et une trame principale, on rencontre souvent de nouveaux personnages qui deviendront récurrents par la suite par exemple. Mais entre tous ces petits épisodes qui sont le cœur de Gintama, on retrouve quelques arcs narratifs plus ou moins longs, mais souvent bien plus sérieux et shonen-like si j'ose dire. Pour vous donner un exemple de structure, on peut passer d'un épisode où Gintoki fait du snowboard en se servant du corps nu du shogun comme planche, à un petit arc où il se retrouve piégé dans une auberge hantée. Et justement, le seul truc qui lui fait vraiment peur, c'est tout ce qui est paranormal et fantômes. Et pour lutter contre sa peur, il va se persuader que les fantômes ne sont pas des fantômes mais des stands. Ouais, pour les fans de Jojo, vous avez bien entendu, des stands. Et du coup, il va réussir à apprivoiser les fantômes de l'auberge pour battre le stand de la gérante. Et honnêtement, cet arc, c'est du grand n'importe quoi. Dans ces arcs, la baston est bien plus présente, et le ton est souvent plus sérieux même si on garde des touches humoristiques, qui parfois arrivent de manière inattendue. Ils sont souvent vraiment épiques, et contrastent parfois beaucoup avec le ton et l'humour absurde des épisodes classiques. Mais c'est aussi un moyen parfait pour l'auteur de parodier les mangas shonen, et parfois de tourner en dérision leur code. Pour donner un exemple, à la fin de l'arc Benizakura, Gintoki doit livrer un duel épique. Il troque donc son sabre de bois contre un sabre très précieux remis par un forgeron. Et la garde de ce fameux sabre, censé représenter un dragon, ressemble en fait beaucoup plus à une merde en fait. Ce qui ne manquera pas d'ennuyer Gintoki qui se plaindra du look du sabre. Ce genre de moments, en plein milieu d'un champ de bataille épique, sont à mourir de rire. Et tant qu'on parle d'humour, passons au troisième point fort qui est l'humour. Expliquer l'humour de Gintama va se révéler difficile. Souvent qualifié d'humour très bizarre, il est souvent incompris par les viewers occidentaux. En effet, pour pleinement apprécier les gags de Gintama, il faut parfois un minimum de connaissances en termes de culture japonaise et en termes de manga. On a droit à des parodies de One Piece, de Dragon Ball ou de Naruto pour citer les plus connus, et énormément de références à Bleach. D'ailleurs, petite anecdote, il se trouve que Tite Kubo et Hideaki Sorachi sont amis dans la vraie vie. En plus de toutes ces parodies de mangas connus, les personnages brisent très souvent le quatrième mur en s'adressant directement aux viewers. Parfois, on a des scènes où l'on voit une image fixe, souvent la maison des protagonistes, alors qu'ils discutent entre eux pendant plusieurs minutes, parfois en critiquant les studios d'animation ou en dénonçant diverses injustices sur un ton extrêmement odieux et drôle. Et pour moi, ça c'est du génie. Il leur arrive même de tailler leur propre auteur, qui apparaît souvent dans la série sous la forme d'un gorille. Outre tout ça, on note aussi une grosse utilisation du comique de répétition. Et personnellement, c'est quelque chose qui marche très bien sur moi. Tout cet humour absurde est omniprésent dans la série et rend le tout vraiment incroyable. Pour essayer de citer un exemple précis, parlons d'un personnage particulier, le ninja Zanzo, alias le shinobi aux hémorroïdes. Oui, c'est un ninja victime d'hémorroïdes chroniques. Je vous laisse imaginer les situations absurdes dans lesquelles il se retrouve. Mais encore une fois, lui aussi a ses moments héroïques. Gintama est très spécial puisque cet animé arrive dans n'importe quelle situation à nous transmettre une myriade d'émotions positives et de proposer un humour souvent subversif qui peut faire réfléchir sur plusieurs aspects de la société. Les injustices, les inégalités sociales, le racisme, le renfermement sur soi-même, la politique. On passe du rire aux larmes sans arrêt, et quand on regarde Gintama, on ne peut pas s'empêcher de ressentir cette aura, ce concept dont je parlais plus tôt que j'appelle l'âme d'argent. D'ailleurs, c'est ce que signifie Gintama en français, l'âme d'argent, même si c'est aussi un jeu de mots, tout ça. L'âme d'argent, c'est un style de vie, c'est être libre, libre de s'exprimer, de vivre en suivant ses convictions mais en respectant l'autre, de ne pas accepter l'inégalité, et de ne pas accepter d'être contrôlé ou d'être un mouton. Et le héros, Gintoki, représente parfaitement cela, de par son statut d'ancien samouraï privé de son sabre, puisque même comme ça, il continue de vivre comme il l'entend, en protégeant ceux qu'il aime, et bien qu'il accepte de cohabiter avec les Amanto, si ceux-ci manquent de respect ou s'en prennent à quelqu'un injustement devant lui, il suivra ses principes et leur cassera la gueule. Ou alors il les ridiculisera devant tout le monde comme un grand malade. Mais en tout cas, Gintama, c'est beau, c'est fort, c'est drôle, c'est épique, c'est triste, c'est intelligent, c'est subversif, c'est splendide, et bien souvent, c'est tout ça en même temps. Ce qui selon moi est quelque chose de très dur à faire, et probablement le plus grand point fort de cette œuvre.
Réussir à mêler toutes ces choses entre elles et à nous les balancer à la figure à travers des situations rocambolesques, sur un champ de bataille, en pleine ville, à la piscine, dans l'espace, dans des mechas, dans des concours d'idoles, et j'en passe, c'est juste une masterclass. Et pour reparler brièvement des personnages, ce qui est d'autant plus génial, c'est qu'aucun d'entre eux n'est laissé de côté, et lors du climax final de l'histoire, tous les personnages marquants sont de la partie et apportent leur pierre à l'édifice, dans plusieurs arcs narratifs géniaux et intenses, avec plusieurs twists scénaristiques assez intéressants. Et croyez-moi, avec ça on ne fait qu'effleurer la surface de Gintama, et je n'ai pas le talent nécessaire pour réussir à synthétiser l'essence même de l'œuvre parfaitement. Mais j'ai fait de mon mieux, et si ne serait-ce qu'une personne me dit après avoir vu cette vidéo qu'elle s'est mise à Gintama et qu'elle adore, ce sera mission accomplie pour moi. En tout cas, comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère grandement qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux ou rejoindre le Discord, tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi me donner vos avis sur Gintama en commentaire, et j'espère que cette vidéo vous aura motivé à aller y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, pour cette fois, je vous dis vive Gintama, et à la prochaine tout simplement.